Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Plus la période d'exception est longue, plus il est compliqué de revenir vers un état de droit. Un article de Laure Dossi du 15 avril 2020, en exclusivité pour le web. Et nous voici partis pour un mois de confinement en plus. Nous sommes aussi toujours en état d'urgence sanitaire, avec des mesures d'exception prévues pour lutter contre la pandémie. Mais qu'en est-il de nos libertés fondamentales ? Sont-elles en danger ? Comment reviendrons-nous vers un état de droit ? Entretien avec Mireille Delmas-Marty, juriste, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Comment expliquer que les citoyens ont très vite accepté et se sont presque accoutumés à une telle restriction de leur liberté ? Peut-on le percevoir comme quelque chose de positif ? Des citoyens capables de lutter ensemble contre la pandémie, ou cela peut-il être source d'inquiétude ? On serait prêt à tout accepter ? Au départ, l'écart était tel entre la vie que nous menions et celle que nous avons dû accepter en quelques jours qu'il y a certainement eu un état de sidération. Juridiquement, la liberté n'est d'ailleurs pas un droit absolu, et les libertés ne sont admises que dans la limite des droits d'autrui. Mais serions-nous prêts à tout accepter au nom de la sécurité ? Emmanuel Macron évoquait dans de précédents discours un état de guerre qui postulerait donc la soumission, la discipline et l'obéissance aux ordres. Mais à mes yeux, la situation évoque plutôt celle d'un état de siège, avec ce que cela comporte d'esprit de fraternité, d'entraide et de solidarité, dont témoigne d'ailleurs une partie de la population. Quels sont les fondements juridiques pour l'état d'urgence sanitaire ? Il n'y a pas de fondement explicite. L'article 16 de la Constitution autorise un transfert de pouvoir à l'exécutif, mais il ne vise que le cas où, je cite, « les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. » Or, ce n'est pas le cas. Quant à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 15 admet les dérogations en cas de circonstances exceptionnelles, comme la guerre ou un danger public menaçant la vie de la nation, formule assez large pour englober l'état d'urgence sanitaire. Mais la dérogation n'est admise que dans la stricte mesure où la situation l'exige. L'état d'urgence limite nos libertés, mais ce n'est pas un blanc-seing donné au pouvoir exécutif, car le principe de proportionnalité doit être respecté. Comment peut-on savoir justement si les mesures prises sont proportionnées au danger de l'épidémie ? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Si la menace diminue, à partir de quand les mesures seront-elles toujours nécessaires ? C'est toute la question. L'État doit motiver non seulement la déclaration de l'état d'urgence, mais aussi les mesures qui en découlent. Le but invoqué doit être légitime, un danger réel, manifeste, présent ou imminent, et non la seule crainte d'un danger potentiel. Les mesures doivent être strictement proportionnées à ce but. Enfin, au même niveau d'efficacité, il faut choisir la mesure la moins liberticide. Il faudrait en tout cas que le Parlement suive la question de près, la vérification devant se faire continuellement. La durée doit rester temporaire, car il ne faudrait pas que l'état d'urgence soit renouvelé trop longtemps. Plus la période d'exception est longue, plus il est compliqué de revenir vers un état de droit. Que pensez-vous de l'influence des scientifiques sur les décisions politiques ? Les scientifiques doivent rester dans un rôle d'experts et informer, y compris sur les controverses, mais seuls les politiques engagent leurs responsabilités comme décideurs. Y a-t-il eu suffisamment de contre-pouvoirs ? Les contre-pouvoirs, ce sont d'abord les juges judiciaires, mais les tribunaux fonctionnent au ralenti. Quant au Conseil d'État, saisi en référé par un syndicat de jeunes médecins qui voulaient durcir le confinement, il a admis l'état d'urgence, mais, à juste titre, il a refusé le durcissement demandé. En revanche, il est regrettable qu'il ait rejeté le recours du syndicat de la magistrature contre la prorogation automatique des détentions provisoires, sans véritable contrôle du juge. Est-ce qu'il y a des éléments particulièrement critiquables, des points aveugles dans cet état d'urgence ? Des peines de prison sont prévues pour les récidivistes ayant transgressé pour la 3e fois une mesure de confinement. Cela me semble une mesure disproportionnée et inefficace.
Les prisons sont propices à la contagion et la surpopulation entraîne des traitements inhumains et dégradants, interdits au nom du droit au respect de l'égale dignité humaine qui, lui, est un droit indérogeable. Ce qui veut dire que, même en cas de circonstances exceptionnelles, comme guerre ou de menaces, ce sont des droits qui ne peuvent être limités. La France pourrait donc être à nouveau condamnée par la CEDH pour ce motif. Certains contrôles policiers concernant les attestations dérogatoires vous semblent-ils arbitraires, comme la verbalisation pour avoir seulement acheté du pain, etc. Arbitraire, non, car autorisé par une loi, mais disproportionné, donc susceptible d'un recours. Quelles traces ces restrictions des libertés pourraient-elles laisser dans notre société, dans notre droit ou encore dans nos mentalités ? Je voudrais alerter notamment sur les projets de traçage numérique des populations infectées ou seulement vulnérables. Elles seraient suivies à la trace comme des produits dangereux, tandis que le contact tracing permettrait le suivi et le stockage d'informations sur les rencontres faites par une personne contaminée. C'est ainsi que le glissement de population en danger à population dangereuse peut mener vers une société de la vigilance qui n'encourage pas ouvertement la délation, mais légitime le regard permanent de chacun et son intrusion dans la vie privée de tous. Qu'espérez-vous pour l'après-confinement ? Je crains que ne se reproduise ce que l'on a pu observer dans l'après-terrorisme, que les mesures exceptionnelles soient transposées, voire renforcées dans le droit ordinaire, nous rapprochant des modèles autoritaires et des sociétés disciplinaires. Au moment de la sortie, il faudra être vigilant. Et que se passera-t-il si nous accumulons plusieurs crises ? Depuis une vingtaine d'années, le monde est déjà dans un état de crise quasi permanente. Crise économique, crise sociale, crise climatique. Il y a un effet d'accumulation, mais aussi un effet multiplicateur. Que se passera-t-il si cet été nous vivons un nouvel attentat terroriste ? Il y aura d'autant plus le risque de basculer vers un état autoritaire. Dans l'immédiat, toutefois, le virus fait découvrir l'importance vitale de nombreux métiers méconnus, de l'aide-soignante à la caissière, du transporteur à l'éboueur, de l'agriculteur au policier ou au gardien de prison, sans lesquels l'effondrement aurait déjà commencé. Et plus largement, il ébranle des dogmes qui ont contribué à la situation actuelle. La croissance économique qui méconnaît les limites planétaires, la souveraineté absolue des États qui ignorent les interdépendances. Comment un seul État peut-il régler le changement climatique ? Ou l'anthropocentrisme qui prétend dominer la nature alors que l'humain n'en est que l'une des composantes. Le choc est si violent qu'il entr'ouvre enfin la possibilité de repenser notre rapport au monde. Il nous permet d'imaginer et surtout de mettre en œuvre un principe de solidarité à l'échelle planétaire, qui s'ajouterait à l'égale dignité entre tous les êtres humains prévu dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces propos ont été recueillis par Laure Dossi, qui a écrit l'article, et je prête donc ma voix à Charlie Hebdo, mais également à Mireille Delmas-Marty, qui a répondu aux questions de la journaliste. À bientôt sur charliehebdo.fr.